Nous étions logés dans le même palais, mon mari et moi, et nous ne nous apercevons que le soir dans le salon de l'empereur où toute la famille s'est réunie ici. Il ne m'adressait pas la parole, et d'ailleurs, j'ai paru assez étrangère à tout ce qui se disait. Dessus, le roi de Westphalie vint me prier de déjeuner, puis le lendemain, j'y allé et je me trouvais seule avec mon mari, le roi et la reine. J'ai compris bien que c'était une chose arrangée. Les craintes seules d'une explication me mettaient déjà dans un état pénible. Cependant, il fallut décider. Le roi et la reine sortiront et nous laisserons seuls. Madame, me dit mon mari, depuis longtemps je désire vous parler. L'empereur n'a pas voulu consentir à une séparation que nous désirons également. Vous ne pouvez donc être libre et indépendant de votre époux. Quel bonheur espérez-vous de notre réunion? Lui répliquai-je. Je sais qu'il n'est pas possible. Ce n'est pas elle que je demande, mais vous êtes reine de l'Hollande. C'est là que vous devez demeurer, et je ne souffrirai plus que vous soyez ailleurs. Quelle raison vous porte à m'y désirer? Si vous redoutez de me savoir à la cour de l'empereur, je ne tiens pas à y demeurer. Ma mère est maintenant dans les retraites. J'irai vivre avec elle. Je ne puis rien faire pour votre bonheur. Laissez-moi achever ma vie dans la tranquillité. Enfin, ne pensez plus à moi. Regardez-moi comme morte. Oh, c'est bien différent, me dit-il promptement. Voyez l'empereur d'Autriche. Il s'est remarié sur le champ. Je ne sais si cette dernière phrase lui échappa, mais elle achevait de me convaincre que cet homme dont on m'avait tant parlé avait décidément disparu pour faire place à un sentiment si peu bienveillant que je devais encore le redouter. Toute sa conversation fut entièrement sur la nécessité de mon retour en Hollande et sur les droits qu'il avait été contraindre. Je ensuite résisté aux plus vives sollicitations de la famille de mon mari. Je répondais à chacun que je les croyais capables de tout pour me nourrir, que s'il n'était pas roi du pays, j'irais encore dans l'espoir qu'un juge suprême me ferait au moins une justice quelconque. Mais qu'attendre d'un homme qui me traiterait comme son ennemi? J'écrivais à l'empereur une lettre désespérée. Il ne me répondit pas. Enfin, mon frère même se coupa sérieusement de cette espèce de rapprochement. Je lui exposai au détail mes malheurs. Mais qu'est-ce que raconter? Il faut voir les souffrances pour y croire. On s'imagine que sa passion aveugle ceux qui s'y plaint. On ne pense qu'à sa réputation et peut-être on sacrifie sa vie. Il me répétait, fais encore ce dernier effort pour le monde. Il ignore combien de fois toi ici de révéler ce caractère difficile. Il te blâme parce qu'il ne te connaît pas. Montre-lui du courage. Et si tu n'obtiens pas enfin de ton mari, quelque bonheur intérieur au moins tu auras acquis par ta persévérance le droit de vivre seul, estimé tranquille. Il est difficile de prendre assez d'intérêt à soi pour résister au conseil d'un frère tendrement aimé et dont le suffrage est un besoin, mais il s'abusait et ne pouvait comprendre qu'il ne me restait plus ni force, ni santé, ni espérance. Après tant de vains efforts, qui n'étions connus que moi, aussi plongé dans un grand découragement, observé par les pensées sans cesse renaissantes et que personne ne s'intéressait à moi et que ma vie n'importait pas même à ceux que j'aimais le plus. J'ai donné mon consentement à ce départ dans ces cités et je me préparais à retourner à ces lieux de douleur quand on se dispose à la mort. Mon frère, dont la tendresse s'inquiétait à la fin de ne plus m'entendre faire une gestion, voulut lui-même régler les conditions. Il fut convenu que je logerais dans la même palais du roi,
qui ne pourrait m'empêcher d'aller aux zoo pour soigner ma santé, qui j'aurais la permission de mener mes femmes des chambres qu'aucune de mes dames françaises ne pouvait accompagner. Je dois de laisser mon jeune fils à Paris à cause de sa santé trop délicate et je me disposais à partir aussitôt après le mariage avec mon fils aîné, Madame de Beaubert et Monsieur de Marmol. Mais triste affaire, nous coupions que moi. Toute la cour entretenait des projets de fête de la réception de l'impératrice qui est arrivée. Il se leva de nombreuses discussions entre les rois et les princes sur les cérémonies à l'observer, puis aller au-devant d'elle. Personne n'a été satisfait. Je souriais quelquefois de voir traiter avec tant de feu une chose qui me semblait de si peu d'importance. Le cœur qui souffre s'est donné à tout ce qui est vanité, sa juste valeur. Rien n'était encore décidé lorsque l'empereur mit tout le monde d'accord. Il partit au matin avec les rois de Naples dans une calèche et puis les seuls au-devant de l'impératrice. Il la rencontra près de Noyon, fit arrêter sa voiture, entre dans celle où elle était, dont la prévenue, et l'embrassa. Dans un mot, la reine de Naples les accompagnait. À cette heure du soir, nous allions tout au bas du grand escalier et en ridicule la recevoir. Nous abressâmes sans presque l'apercevoir. On traversa la galerie où toute la ville et la cour étaient réunies et nous ne la vîmes plus que le lendemain matin. Elle nous reçut bien. Son air était doux et bon, quoique un peu embarrassé. Nous en fûmes toutes satisfaites. On se rendit à son clos où se fit le mariage civil le 1er avril, un cortège pompeux partit pour les Tuileries. J'étais avec la reine d'Espagne et le grand-duc de Würzburg quand nous précédions la voiture de l'empereur. Je ne ferai pas de description. Les journaux du temps ont dû la faire.